Franc-parler, Honoré Naoum. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou. Tous les jours que Dieu fait, nous ingurgitons des produits faits à domicile sur des étalages, exposés aux abords des voies ou dans les restaurants selon nos moyens ou nos revenus. Dans les écoles, l'argent que nous remettons à nos enfants serve à acheter toutes sortes d'aliments dont nous ignorons royalement l'origine. Les repas servis ou achetés aux malades sont-ils adaptés au regard des maux dont ils souffrent? Marquons-nous fréquemment une pause d'1 minute pour s'interroger sur les valeurs nutritives de ce que nous mangeons. Quel devrait être le regard des pouvoirs publics sur les aliments consommés par les populations pour une bonne santé? C'est pour trouver des réponses à cette série de questions que la Dominicale de Vérité, Franc-parler, a ouvert ses portes à une nutritionniste et diététiste. Bonjour à vous, Madame Yolande Tonjo. Bonjour, Monsieur Naoum. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Tout le plaisir à moi. Mise en onde de cette émission, Blaise Sakla, à la prise de vue, Job Chike, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert à 11h15 pour vous permettre, chers auditeurs, comme d'habitude, de vous poser vos questions au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Nous acceptons aussi vos questions via WhatsApp au numéro 50 52 52 73. Merci de nous rejoindre à nouveau. Bonjour à vous, bonjour, Madame Tonjo. Bonjour. Et pour démarrer cette émission, j'ai toujours l'habitude de chercher à mieux connaître mes invités. Alors, je voudrais savoir quel parcours pour devenir nutritionniste, diététiste. Alors déjà, je vous remercie de m'avoir invité pour changer avec notre communauté sur l'importance de la nutrition au Bénin. Et mon parcours, pour être plus brève, je vais dire que j'ai été infirmière. Je suis infirmière déjà et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant qu'infirmière avant de sentir le besoin de me faire former en nutrition. D'accord. Après ma formation, j'ai travaillé pendant quelques temps à Québec, précisément à l'hôpital Chult de Québec, avant de penser venir servir ma communauté. Maintenant, pour être nutritionniste, ça dépend. Au Bénin, il me semble qu'après... Vous avez reçu votre formation de nutritionniste diététiste au Canada ou bien au Bénin? Au Canada. Au Canada. J'ai été formée au Canada. Et au Canada... Mais déjà infirmier ici, ou bien? Oui, exactement. J'ai fait l'INMES ici et après, j'ai travaillé dans le domaine d'infirmier pendant 10 ans. Avant de sentir le besoin d'aller me faire former. Et là-bas, c'est après le bac, moi j'ai déjà travaillé 10 ans déjà en tant qu'infirmière, mais sur le processus normal, j'ai fait 4 ans pour devenir nutritionniste, mais au Bénin, c'est 3 ans après le bac. Donc c'est la licence, si on peut dire ça comme ça, au Bénin. Alors, dites-nous, comment on fait pour devenir nutritionniste diététiste? Alors, je vais parler du cas de Canada, c'est que tu fais les cours théoriques pendant 2 ans et demi et tu vas aller faire les cours pratiques, les stages pendant 18 mois, donc c'est 4 ans. Donc, où tu as toutes sortes de spécialistes, les médecins et les médecins spécialisés en nutrition qui viennent te donner différentes sortes de cours de santé publique, nutrition fondamentale et autres. Et après, tu vas faire 18 mois et des stages pratiques vraiment selon ce que tu choisis. Tu peux aller à l'hôpital, ça c'est pour tout le monde. Maintenant, il y a des stages à option où tu peux aller te faire former aussi. D'accord. Alors, chez vous, quel était le moteur de la mécanique? Qu'est-ce qui vous a orienté? Vers la nutrition? Oui. Alors déjà, il faut dire que j'aime aider. Et quand j'étais infirmière, j'ai travaillé précisément à la clinique de l'Union où j'avais senti ce besoin d'aider plus. Je me trouvais plus à ma place. Il me manquait quelque chose de nouveau. Et quand j'ai cerné à côté de moi, qu'est-ce que c'est la nutrition qui m'était venue à l'esprit. J'avais vu qu'il manquait quelque chose dans ce domaine au Bénin que je pouvais apporter ma Pour être nutritionniste, est-ce qu'il faut aimer la cuisine?
Oui, bon, pour être nutritionniste complète, il faut aimer la cuisine, parce que quand tu ne prépares pas, quand tu ne mets pas en pratique ce que tu recommandes aux patients, comment tu peux... Je pose la question tout simplement parce qu'il m'est venu très souvent d'aller voir quelques images de mets africains, c'est pourquoi je pose la question. Ces mets que vous mettez sur votre profil, c'est réalisé par vous-même? Oui, j'ai même déjà fait sortir 2 livres où il n'y a que des recettes africaines dedans. Hein. Mais on n'a pas besoin, quelqu'un qui fait la nutrition communautaire peut ne pas aimer préparer. Il y a des gens qui n'aiment pas, c'est pas qu'ils ne savent pas préparer, mais ils n'aiment pas. Moi, personnellement, j'aime préparer, donc oui. D'accord. Je voudrais maintenant demander, quelle est la mission d'un nutritionniste diététiste? Est-ce qu'il faut mettre les 2 dénominations ensemble ou bien séparées? Est-ce qu'on peut être nutritionniste sans être diététicien? Oui, nutritionniste sans être diététicien, parce que quand tu vas, pour être nutritionniste diététiste, il faut avoir... Alors, attendez. Parce que souvent, on dit diététicien. Est-ce que c'est vraiment le mot? Non, c'est diététiste. Oui, nutritionniste diététiste. D'accord. Oui. Je reviens alors à la question. Est-ce qu'il faut mettre les 2 ensemble? Vous dites non? Non. Bien oui. Non. D'accord. Allez-y. Il y a des diététistes à part. C'est vrai qu'au Bénin, il n'y a pas de diététistes. Les diététistes, c'est ceux qui préparent vraiment les repas. D'accord. Ils ne donnent pas des conseils, ils ne vont pas vers la communauté, vers les malades. C'est des nutritionnistes diététistes, eux, ils sont beaucoup plus, on peut dire, ils ont eu la formation complète. Et les nutritionnistes, un médecin peut devenir un nutritionniste, mais il n'est pas forcément diététiste. Il va faire peut-être la recherche. Un médecin qui est nutritionniste va aller précisément dans la recherche ou aller vers la communauté. Mais la nutritionniste diététiste, elle est là pour rôle de mettre les recommandations ou bien d'accompagner les humains, on va dire ça comme ça, pour mettre en pratique ce qu'il faut pour une meilleure santé sur le long terme. C'est ça. Alors, aujourd'hui, si vous êtes appelé à faire l'état des lieux de la nutrition au Bénin, vous allez dire quoi? Alors, pour parler de l'état des lieux, comme discipline et scientifique, la nutrition communautaire est enseignée au Bénin depuis plusieurs décennies à la faculté d'agronomie ici. Mais je parle plus ici de la nutrition clinique et des formations professionnelles obligent parce que moi, j'étais infirmière à la base. Vous savez, la nutrition clinique est enseignée dans les autres universités depuis bientôt un siècle, depuis 1942. Alors qu'au Bénin, ça a commencé il y a une dizaine d'années. Donc, on est au début de la formation. Bien que l'État ait senti, on peut dire ça comme ça, l'État ait senti le besoin de faire former les nutritionnistes. Le constat que j'ai fait est que les nutritionnistes ne sont pas utilisés comme cela se doit. D'accord? Et quand je me suis rapprochée de certains responsables concernés, je peux dire qu'il y a quelques points qui peuvent expliquer pourquoi ils ne sont pas utilisés comme cela se doit. Si vous voulez, on peut en parler ou bien on peut revenir sur ça. Il y a 4 points. Et le premier point, c'est que selon les dits de certains médecins, ils ne sont pas satisfaits. On peut parler de l'insatisfaction de la prestation des nutritionnistes. Ils voient que les nutritionnistes, quand on leur réfère les patients, il n'y a pas une valeur ajoutée. C'est ce que les médecins avaient déjà l'habitude de faire avec les patients qu'ils font. Donc, le deuxième point, c'est la pertinence. Il y a certains médecins, comme la nutrition, les recommandations ou bien l'enseignement était donné par les médecins. Ils voient pas, il y a certains qui ne voient pas encore la nécessité de référer les patients chez les nutritionnistes. Et le troisième point, c'est la non-satisfaction des besoins de recrutement exprimés. Certains médecins ont exprimé le besoin, mais ils n'ont pas ce pouvoir d'aller recruter, donc ils n'ont pas eu de recrutement. Et quatrième point, je peux dire vraiment, c'est l'absence de placement et de suivi des diplômés par les formateurs. Si je donne un exemple, moi, quand j'ai été formée, j'ai même pas fait 2 mois à la maison au Québec. Quand tu finis, c'est que c'est les formateurs qui te cherchent le boulot. On est dans un groupe où, si toi, tu te trouves avant les formateurs, tu informes. Parce que le besoin existe, c'est ça. Exactement. Et déjà, avant de recruter ou bien avant de commencer par former, on ne forme pas. Il faut savoir d'abord, il faut faire une étude de marché pour savoir combien de nutritionnistes,
on a besoin. Donc, souvent, la majorité, on ne fait pas 3 mois à la maison. Vous comprenez? Ici, c'est que on peut dire que les diplômés sont laissés à eux-mêmes. D'accord, un jeune de 21 ans qui sort, qui n'a pas forcément confiance en lui et qui n'est pas, si je peux dire ça comme ça, qui n'a pas une bonne base déjà, parce que on va parler aussi tout à l'heure de la formation. Quand cette personne sort, c'est qu'ils ont de difficultés à s'approcher déjà des médecins et autres pour demander. Donc, je peux dire qu'il y a l'absence de suivi et de placement de diplômés aussi. Donc, c'est les 4 points que je peux citer en ce moment. Les nutritionnistes n'ont pas d'avenir au Bénin, c'est ça? Est-ce que l'horizon est sombre en réalité quand vous regardez bien? Alors, ce que je peux... Est-ce qu'on va dire que c'est sombre? Mais après 10 ans, on peut dire qu'on peut mieux faire. Après 10 ans, on ne va pas faire... Si les autres... On ne va pas faire les essais-erreurs que les autres ont eu à faire. La nutrition existe ailleurs depuis un siècle, comme je vous ai dit. Donc, normalement, on devrait s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et vite évoluer. On ne va pas faire des erreurs. Mais si on continue, il y a beaucoup de choses. J'ai eu la chance de participer à un congrès la dernière fois. Je ne vais pas dire que rien n'est fait. Les chercheurs font leur travail. Congrès au Bénin ou bien... Oui, au Bénin, un congrès de 10 au 12 de ce mois où on a parlé des aliments sains. Comment faire pour mettre les aliments plus sains sur le marché? J'ai vu que les chercheurs font leur boulot, mais les recommandations et faites ne sont pas mises en pratique comme cela se doit. Donc, si on ne se grouille pas, si on ne fait pas plus d'efforts, l'avenir en nutrition, et on peut dire que... C'est un peu sombre. Oui, c'est un peu sombre, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord. Ouais. Alors, vous êtes combien aujourd'hui sur le terrain à opérer dans ce secteur? Alors, et pour être honnête, je n'ai pas le statistique exact, mais je sais qu'il y a plusieurs écoles. Déjà, je dis 10 ans. Et donc, ça fait quand même, ils ont déjà quand même plusieurs promotions. Et il y a d'autres écoles aussi qui forment des nutritionnistes. Donc, on peut dire qu'on en a quand même assez pour jouer le rôle de nutritionniste. Pour faire le job. Exactement, pour faire le job. Donc, ce n'est pas des nutritionnistes qui manquent, mais peut-être l'accompagnement, comme j'ai dit, le suivi, et n'est pas fait comme cela se doit pour les placer. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des nutritionnistes qui fonctionnent avec vous, ou bien vous avez une équipe qui, en réalité, n'a rien à voir avec la nutrition, c'est ça? Et il faut savoir, je travaille encore depuis Québec. Donc, je travaille à temps partiel ici et à Québec. Et ici, on ne peut pas dire, je n'ai pas une équipe, mais je collabore avec des nutritionnistes. Je collabore avec des nutritionnistes, au moins 4 à 5. Et je ne connais pas tout le monde. Donc, on fait ce qu'on peut. Mais sans accompagnement, on ne peut pas aller loin. D'accord, parce que comme on dit, je ne sais pas, et dans notre domaine de la santé, c'est un peu comme dans l'armée, où les médecins sont supérieurs. Donc, il y a cette peur d'aller ou bien de contredire en quelque sorte ce qu'un médecin dit, même si ce n'est pas de son domaine. Donc, il y a ce problème que nous vivons en ce moment. Donc, même si tu veux, c'est que moi, je ne suis pas formée ici, comme vous le savez. Donc, je connais beaucoup de médecins. Il y a beaucoup de médecins qui me réfèrent des patients et tout. Mais les autres, c'est comment faire pour que les médecins aient plus confiance et leur confient cette tâche qui est la leur. Est-ce qu'il y a une association des nutritionnistes diététistes? Il y en a? Oui. Il y a normalement... Parce qu'on ne peut pas se battre seul, vous le savez bien. Exactement. Et l'objectif, est-ce que je me bats? Je ne vais pas dire je me bats, je fais ce que je peux. Quand je peux parler, je parle parce que je sais choisir mes combats. Quand tu te bats dans le vide, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Mais il y a une association, je sais qu'il y a une association, mais est-ce que cette association est fonctionnelle? C'est ça, parce que j'aurais appris que l'association n'est pas fonctionnelle, mais si les nutritionnistes sont à l'écoute, et il ou elle peut intervenir. Récemment, j'aurais appris que, et c'est toujours cette peur, il y a une association des nutritionnistes médecins. Vous voyez? Nutritionnistes médecins. Oui, des médecins des médecins qui sont nutritionnistes, qui ont une association qui fonctionne. Imagine un peu, les nutritionnistes diététistes, il y a, comme je vous ai dit,
il y a cette peur d'aller contre ce que les autres disent. Ça fait que je ne sais pas, mais je vois pas ils essaient. Et on va pas attendre qu'on nous donne notre place. C'est nous d'aller arracher cette place qui est la nôtre. Donc, ça ne fonctionne pas, l'association. Alors, aujourd'hui, si on doit parler en termes de défis pour l'insertion professionnelle des nutritionnistes et diététistes, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir ? Alors, selon vous, on est selon moi. Ici, c'est fort parler. Regardez dans la caméra et dites-nous. Avant de répondre à cette question, je tiens déjà à vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez pour parler de notre métier. La nutrition, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme science dans le domaine médical, étant encore à ses débuts au Bénin, ce n'est qu'en parlant, que nous allons nous faire entendre. Ceci dit, il n'est pas vraiment aisé de pratiquer la science de la nutrition au Bénin. Alors, monsieur Naoum, vous savez, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Donc, le défi est vraiment grand. Et pour y arriver, je pense que... il faut aller au-delà de ce qui est des préjugés. Il faut aller au-delà de ce qu'on pense de la nutrition. La nutrition, ce n'est pas que de manger des fruits et des légumes. Donc, pour les défis, si je vais parler de défis, il y a tellement de choses à faire. Vous savez, on ne peut pas traiter certaines maladies au Bénin sans l'accompagnement nutritionnel. Certaines maladies comme le diabète et autres. Mais imaginez-vous, notre CNHU, il y a, à part le secteur de la pédiatrie, si je ne me trompe pas, il y a de nutritionnistes nulle part. Comment on peut traiter les diabétiques? Comment on peut traiter ceux qui font de dialyse? Même quand on va à la réalité, quelqu'un qui ne parle pas, qui est dans le coma, un nutritionniste ou une à sa place là. Il faut déjà passer, même certains, dans notre jargon, des vitamines, certaines formes de vitamines, même avant de nourrir la personne, que ce soit par voie entérale ou parentérale, pour prévenir les syndromes de réalimentation. Donc, ce n'est que des nutritionnistes qui ont appris ça. Les médecins, normalement, à la base, n'ont pas appris ce métier. Donc, le défi est grand. Si on quitte maintenant le CNHU, si je parle de CNHU, c'est parce que c'est notre grand centre de référence. Donc, selon vous, il n'y a pas des nutritionnistes qui sont recrutés officiellement pour opérer au CNHU, c'est ça? Il y en a. Mais juste en pédiatrie. En pédiatrie. Juste en pédiatrie. Si je ne me trompe pas, peut-être en cardio. Mais quand je parle de réanimation, il n'y a pas dialyse, il n'y en a pas. Est-ce que cardio, il y en a? Il n'y en a pas vraiment, à peine 2. D'accord. Et déjà là où moi j'ai travaillé, on était au moins 5 nutritionnistes, et juste quand je parle de mon service au sud de Québec. Mais est-ce que c'est le seul ou 2 nutritionnistes qui vont faire le tour, les 2 là qui vont faire le tour de CNHU? Je ne pense pas. Et la nutrition, c'est un peu comme, il y a de spécificités. Tu peux être nutritionniste et ne pas être bonne au service de la dialyse, par exemple. Donc, c'est un peu un médecin qui devient pédiatre. Donc, quand tu te formes, quand tu finis notre formation comme ce que moi j'ai fait, il faut aller te faire former encore pour avoir ton secteur. En fait, spécialité. Exactement. Donc, il y a des spécialités qu'il faut avoir. Par exemple, moi j'ai fait surtout les maladies chroniques. Dites-vous, pour continuer à exercer au Canada, il me faut 36 crédits chaque 3 ans. Donc, 12 crédits chaque année. Sinon, je ne vais plus exercer, je ne vais plus pouvoir exercer. Donc, il faut être à jour. Ils sont aussi rigoureux que ça? Oui, c'est ça, c'est comme ça. Il faut faire des formations continues. Vous voyez, donc on ne peut même pas prendre un ou une nutritionniste pour dire elle va rester cardio, c'est endocrinologie ou bien dialyse un peu partout. Il faut des spécialités pour pouvoir exercer. Et au CNHU, je vous dis, la cuisine dont on parle au CNHU, il n'y a pas de nutritionniste. D'accord. Alors que ce que tu manges, quelqu'un qui est diabétique, qui vient au CNHU, quelqu'un qui a un problème de dialyse, il faut aller chercher par exemple, la quantité, par exemple, de protéines qu'il faut donner à cette personne doit être calculée selon le degré. Parce que quand on parle de problèmes rénaux, c'est degré par degré. Donc, c'est la nutritionniste est normalement bien formée et outillée pour intervenir dans ce sens. Donc, imaginons si au CNHU, c'est déjà comme ça, les autres centres
hospitalier, j'ai pas fait d'enquête, mais je pense que c'est encore, la situation doit être un peu plus dramatique là-bas qu'au CNHU. Donc le défi est vraiment grand et dans ce secteur, et si on peut y arriver un jour. D'accord. Quand vous vous appuyez un peu sur ce qui se fait au Canada, par exemple, vous l'avez mentionné, vous finissez la formation, les formateurs vous cherchent déjà un emploi ou bien une destination pour pouvoir exercer. Alors, quel est le rôle que les écoles de formation dans votre filière-là, qu'est-ce que ces écoles-là peuvent faire pour faciliter, Pour faciliter l'insertion, il faut déjà dire, et au Canada, déjà, la formation, elle est faite, c'est pas un médecin ou deux médecins qui donnent tous les cours. Comme je vous ai dit, c'est spécialité par spécialité. Ici, à ce que j'aurais appris, un médecin peut donner 4 à 5 cours. Déjà, ce n'est pas son domaine, donc il faut chercher les gens qui sont vraiment bien outillés. Et quand on fait un cours théorique là-bas, c'est suivi d'un cours pratique, où des nutritionnistes comme moi qui sont à l'hôpital viennent. Ils partent, ces nutritionnistes partent de cours théoriques et nous amènent des cas pratiques. Et là, tu es un peu imprégné, tu es plus imprégné même avant d'aller sur les lieux de stage. Quand il y a des congrès là-bas, même en tant qu'étudiant, moi j'ai déjà été au congrès. On te choisit au moins 3 à 4 personnes étudiants selon ton niveau et on t'envoie. Et après, tu reviens faire un rapport ou une présentation aux autres pour qu'on soit au même niveau d'information. Mais ici, même les simples congrès. Les nutritionnistes, le congrès dont je parle, les étudiants ne sont pas dedans. Donc, comment vous voulez que ces gens-là aient confiance en eux? Et déjà, imaginons un jeune finissant qui sort, qui va au CNHU et qui, déjà, cette peur d'aller parler au médecin, la peur déjà est là. Et tu vas, si tu essayes et que tu surpasses ta peur et que tu vas là-bas, dis à un médecin, est-ce que vous pouvez me donner un boulot? À comparer à ton formateur qui va là-bas, on aura une belle différence. On va plus écouter l'autre. Donc, c'est ça déjà, pour faciliter l'insertion, déjà, il faut que le coût, parce que selon les dits des médecins, c'est que ils ne sont pas satisfaits. Et c'est normal. Et moi-même, et avec d'autres nutritionnistes, il y a des nutritionnistes qui sont bien formés. Peut-être c'est à cause de leur cours et formation continue, ou peut-être eux, ils comprennent mieux les informations données des cours, parce que j'en connais quand même qui sont au top. Mais sur 10, quand tu prends des finissants, à la fin de la formation, à peine tu vas trouver une personne qui pourra être capable d'accompagner réellement un patient. Donc, au niveau de la formation, déjà, il y a un grand effort à faire, de voir un peu comment ça se fait ailleurs pour changer les donnes. Parce que si un patient vient chez toi, je suis d'accord, et que déjà, il n'y a pas une valeur ajoutée, tout le monde parle de la nutrition et tout le monde mange. Donc, comme ça touche l'aliment, tout le monde pense qu'on a tout ce qu'il faut pour jouer le rôle de la nutritionniste, alors que ce n'est pas le cas. Donc, déjà, il faut que l'État pense à recruter. Le défi, c'est ça, mais ce n'est pas que l'État. L'État va recruter dans les centres, mais les formateurs peuvent aussi aider. Quand je prends, par exemple, moi j'ai déjà fait des stages dans des centres comme des supermarchés, comme je vais donner un exemple ici, Super U. J'ai déjà donné, parce qu'ils recrutent des nutritionnistes. Quand on te déclare, on te dit, mais tu es diabétique, tu peux ne pas avoir les moyens d'aller déjà vers les nutritionnistes. Mais quand tu vas dans un supermarché, tu devrais avoir un supermarché, pas juste les épiceries à côté. Tu dois avoir accès à un nutritionniste ou une nutritionniste. Un rayon qui te permet vraiment d'acheter des produits qui ne peuvent pas te créer. C'est pas juste un rayon, même une nutritionniste place. Et on a même un boulot, et on a même un bureau pour recevoir et faire une évaluation rapide. La dernière fois, par exemple, j'étais partie quelque part, je ne vais pas dire le nom, où j'étais partie payer. Et c'était bien fait, l'intention était bonne. Mais quand moi, j'ai commencé par chercher, c'est un cuisinier, il était content de me dire, oui, c'est végétalien, il n'y a pas une source de protéines dedans. Et je dis, mais même végétalien doit avoir une source de protéines. Forcément dans ce que... Donc, on recrute des gens qui ne sont pas vraiment outillés. Et comme les jeunes, parce que dans notre génération, il y a des gens qui veulent quand même bien manger pour leur santé générale sur le long terme. Donc, si on amène vraiment ces structures, les structures agroalimentaires, à recruter des nutritionnistes, on aurait déjà fait un grand pas. Et les nutritionnistes, je vous dis, il y en a, et je ne sais pas si c'est encore le cas, mais j'en ai connu qui vendent de l'essence, qui a vendu de l'essence. Alors que tes parents, c'est des centaines de mille, on paye. Un nutritionniste diététiste qui se retrouve à vendre de l'essence au bord de la voie. Oui.
Oui, j'en ai connu, je vous assure. Qui a vendu pendant un temps. Alors qu'il y a de la matière. Oui, alors qu'il y a de la matière. Donc, c'est de nous aider. Parce que quand, par exemple, on parle de la nutrition, c'est souvent les médecins qui représentent, alors que ce n'est pas leur domaine. Ce n'est pas parce qu'on parle de la santé que un médecin qui a mal à la dent ne va pas arracher sa dent, va aller chez un dentiste. Donc pourquoi quand on parle de la nutrition, les médecins veulent jouer le rôle ou d'autres personnes? Je vous assure, c'est comme ça se passe. Donc c'est de confier la tâche à ceux qui sont vraiment outillés. Si vous voyez qu'ils ne sont vraiment pas outillés, trouvez des stratégies pour les outiller à jouer le rôle parce qu'ils ont cette vocation. Si tu n'as pas la vocation, tu ne peux pas aller te faire former dans ce métier. Donc, c'est d'essayer parce que c'est des jeunes, quand tu vois, la plupart, c'est des jeunes qui n'ont forcément pas confiance en eux et c'est à nous de les aider à trouver leur chemin. D'accord. Alors, quelle est la relation entre nutrition et santé publique, selon vous? La relation entre la nutrition et santé publique. Oui. Déjà, il faut dire, avant de répondre à cette question, si on va définir la nutrition, c'est une science qui emprunte plusieurs sciences et d'autres branches. Et la nutrition fondamentale, la nutrition clinique ou la nutrition communautaire. La nutrition publique, c'est que ça s'occupe de la santé générale de tout le monde. C'est ça. De toute une communauté. Alors que la nutrition clinique, c'est que c'est pour les... Oui, on a le contact pour prévenir. C'est pour prévenir en quelque sorte et traiter clinique. Alors que la nutrition publique, c'est comment faire pour prévenir vraiment. Mettre des outils à la disposition de la communauté pour prévenir, afin de prévenir une maladie. Donc les deux vont de pair. C'est ça. C'est ça. Je voudrais parler à présent de la présence d'un nutritionniste dans des lieux précis. Je vais prendre d'abord l'hôpital. On en a parlé brièvement. Alors, insistez là-dessus. Dites-nous, et que les gouvernants qui nous écoutent, pourquoi il est important d'avoir des nutritionnistes dans les hôpitaux? Même privé, pas seulement public. Exactement. On doit veiller à ça. Oui, normalement. Si on se base sur ce que vous dites. Je suis d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne forme pas pour former? Si tu formes, par exemple, les nutritionnistes, c'est parce que tu as senti un besoin. Et ce besoin, je vous ai dit, ça fait bientôt un siècle, depuis 1942, que la nutrition existe à l'université de Montréal. Pourtant, ils continuent de faire des efforts pour placer des nutritionnistes. Donc ici, ça veut dire que c'est important. Je donne par exemple quand moi j'étais infirmière, avec un pédiatre, on recevait 40, il y a des journées où on reçoit 40 bébés. Comment un pédiatre qui reçoit 40 bébés va avoir encore l'énergie nécessaire de s'occuper de côté nutrition? C'est impossible parce que l'évaluation doit être beaucoup plus complète. Et c'est, par exemple, quand on envoie les stagiaires en nutrition formés au Bénin sur les lieux de stage, quand moi j'ai été formée, c'est des nutritionnistes qui sont dans le domaine depuis des années, qui m'encadrent parce que c'est leur domaine. Ici, ces étudiants sont encadrés sur les lieux de stage par des médecins. J'ai déjà discuté avec un médecin qui dit, nous-mêmes, on ne maîtrise pas la chose. Que tu t'imagines qu'un médecin qui sait qu'il t'a rien appris, parce qu'il ne maîtrise pas, à la fin, ne t'attend pas à ce qu'il te réfère déjà un patient. Donc, on a besoin déjà des nutritionnistes, diététistes bien formés sur les lieux d'hôpital pour déjà continuer à bien former les étudiants. Et non seulement ça, je donne un exemple, cas un patient qui est diabétique. Et même si tu mets le patient sur médication et que le patient ne fait rien sur son alimentation, d'ici là, cette médication ne pourra plus fonctionner. Et là, le protocole demande, avant de lui rajouter une autre dose de médication, il faut forcément l'amener à manger équilibré. Mais ici, ce qui se fait souvent est que le patient... Je reviendrai sur ça. Oui. Manger équilibré. Vous allez nous dire ça avant de partir d'ici. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, un patient qui est diabétique, qui vient chez toi et que tu augmentes déjà tout le temps la médication sans faire recours au nutritionniste, à un moment donné, tu n'auras plus de marge de manœuvre. Alors que avec la nutrition fondamentale, on peut ne plus augmenter la dose de médication. Quand je vais à la dialyse, par exemple, incontournable, parce qu'il faut calculer, parce qu'on a dit le rein atteint, la quantité de protéines à donner à un patient est fondamentale là. Et ce n'est qu'une nutritionniste qui est bien outillée selon le débit de filtration glomérulaire. C'est une analyse qu'on fait pour savoir quelle quantité
le degré d'atteinte de son et de ses reins. Comment faire pour accompagner? Et un néphrologue qui est là avec, regarde leur tâche de travail. Parce que, par exemple, le médecin qui est là va recevoir déjà des étudiants en médecine. Parce que quand tu vas au CNHU, ce sont ces mêmes médecins qui vont s'occuper, qui vont former les étudiants en médecine. C'est aux mêmes médecins qu'on demande d'accompagner des nutritionnistes. C'est impossible, ils ne peuvent pas. Mais ils ne peuvent pas dire non parce que... Mais ils savent qu'ils ne vont pas le faire parce qu'ils n'ont même pas. J'ai discuté avec des médecins qui... Ils ont appris, c'est une base. C'est un peu moi, en tant que nutritionniste, j'ai fait quand même 6 mois de cours sur la cavité buccale où on montre un peu les canines, comment ça se fait. Pour qu'un jour, si un patient... Parce que quand c'est de la nutrition, ce n'est pas juste manger des fruits et des légumes. Si, par exemple, quelqu'un qui a un problème, une vieille dame maintenant qui a un problème de dysphagie, je dois voir les dents, est-ce que ça fonctionne? Si je vois un problème, c'est d'avoir déjà l'intelligence de déceler un problème et de référer. Donc, les médecins ont peut-être une base en nutrition et pas toutes les bases. Si tu as fait l'endocrinologie, tu vas avoir la base de la nutrition dans ce domaine. En pédiatrie, tu vas avoir la base de la nutrition en pédiatrie, alors que nous, on a non seulement ça, la base dans tous les domaines avant de nous spécialiser. D'accord. Vous comprenez? Donc, il ne devrait pas avoir. Je vous ai donné tout à l'heure aussi le cas de réanimation. Même quand les patients sont dans le coma, les nutritionnistes ont leur rôle à jouer. Et la cuisine, on parle de la nutrition et on parle de gestionnaire en nutrition, c'est une spécialité aussi. Normalement, ce qu'on doit donner à un patient à l'hôpital, quand un patient entre dans un hôpital, on doit avoir sa liste. Et une nutritionniste s'approche de la personne pour faire un peu, est-ce que cette personne est hypertendue? Pour lui donner un menu contrôlé en sodium. Si la personne est diabétique, menu contrôlé en glucides, ainsi de suite. Et alors qu'au CNHU, on a déjà les repas offerts aux patients viennent de l'extérieur. Mais même si ça vient de l'extérieur, ce n'est pas le problème. Est-ce qu'une nutritionniste est associée pour voir un peu? C'est juste ce qu'on demande. Donc, c'est comme si j'envoie, comment dirais-je, diabétique. Voilà, j'envoie un malade diabétique à l'hôpital et que à 22h, je continue à lui donner la pâte. C'est pas bien, c'est ça? On peut manger la pâte, mais parce que les recommandations, c'est pas toujours facile aux patients de mettre en pratique. Si tu es diabétique et tu es sous médication, mais tu n'arrives pas à contrôler ta glycémie tu viens à l'hôpital. Normalement, il devrait avoir une nutritionniste là. On va pas ajouter ta médication et on va te donner à manger pendant ton séjour pour te montrer, regarde, on n'a même pas ajouté ta médication, on n'a même pas dosé ton insuline. Pourtant, regarde ta glycémie parce qu'on t'a donné à manger de telle manière. Si on fait comme ça, je ne vois pas une personne qui voit ça arriver chez elle, elle va se mettre en cause. Elle va voir, la faute est à mon niveau. Comment faire pour mieux manger? Donc, l'hôpital, déjà, c'est par là qu'il faut commencer. Parce que nous... doit agir sur le mental. Exactement. Exactement. Au lieu d'ajouter la médication, en sachant que juste la médication, même si j'augmente la dose et que j'ai de satisfaction, maintenant, ça va être temporaire. Ce patient va revenir si jamais n'associe pas l'activité physique et l'alimentation. Vous comprenez? Donc, c'est important et ils le savent. C'est ça le problème. Les médecins le savent. Ils connaissent l'enjeu. Mais je ne sais pas pourquoi. Et c'est pas encore entré dans leurs habitudes, mais il faut. Forcément. Que ça alors, il y a un espace qui m'intéresse à plus d'un titre. Ce sont nos enfants que nous envoyons à l'école. Alors oui, pour les habituer quand même à utiliser l'argent. À un moment donné, vous commencez à donner de l'argent à votre enfant. Mais quand il revient à la maison, soit c'est des problèmes d'allergie, ou bien c'est la toux, et tout le temps l'enfant qui est grippé, et tout ce que vous pouvez imaginer par la suite. Est-ce qu'on doit exiger la présence des nutritionnistes, bien entendu dans les écoles par exemple? Alors ça, c'est pas obligatoire. Déjà, pas obligatoire. Vous voyez, moi, en tant que nutritionniste, lors de ma formation, j'ai même travaillé à l'école. Parce qu'il y a des enfants qui sont à la cantine. Exactement. C'est pour la cantine, oui. Ce qu'on prépare à la cantine, on doit avoir une nutritionniste qui surveille ce qu'on mange pour savoir. Mais c'est de former déjà les élèves. Moi, quand je suis venue au Bénin, il y a quand même au moins 6 à 7 écoles que j'ai pas pour donner des conférences et montrer aux enfants. Parce que c'est la jeunesse. Vous comprenez, c'est la jeunesse. Et c'est pas là. Si nous, c'est plus difficile pour nous de mettre en pratique les recommandations, c'est parce qu'on n'a pas commencé très tôt. Si on arrive à toucher ces enfants, c'est qu'ils vont grandir avec les bonnes notions. Maintenant, à l'école, ça revient aux responsables de voir ce qu'ils peuvent faire.
éduquer. Ailleurs, il y a ce qu'on appelle des formations parascolaires. Vous voyez, quand tu donnes des cours, il y a des activités parascolaires, par exemple. Attendez, je ne vous arrête pas, hein, parce que vous envoyez votre enfant à l'école. Et bon, qui veut acheter Moyo, par exemple. Vous voyez une bonne dame qui sort la tomate en boîte, qui prend dans un bol, ajoute de l'eau, du piment remis, peut-être même quelques éléments dedans, du sel et autres. Et c'est ça qu'on sert aux enfants. Mais est-ce que c'est la faute à l'enfant? C'est pas la faute à l'enfant, d'accord. Oui. Mais comment on fait pour protéger nos enfants? Déjà, éduquer l'enfant, c'est ce que je vous ai dit. Tel aliment n'est pas bon et c'est ce que l'école doit faire. Trouver des séances pour venir parler aux enfants déjà. Parce que si tu parles à... Est-ce qu'on doit compter seulement? Non, mais déjà... Parce que tu peux donner des conseils à ton enfant, mais à l'école, c'est pas évident. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est pas évident? Je suis d'accord, mais est-ce que vous êtes aussi d'accord avec moi que les responsables de l'école, ce sont eux qui ont le dernier mot? D'accord. Si tu veux pas que cette dame... Là, ça m'intéresse beaucoup. Oui, ce sont eux qui ont le dernier mot. Déjà, à nous déjà de bien encadrer nos enfants à la maison, leur montrer un peu ce que c'est que bien manger et tout. Mais normalement, si nous-mêmes, on commence... La semaine, le lundi, il me semble que c'est un monsieur qui avait appelé sur votre chaîne maintenant, se plaignait parce que tu donnes de l'argent à ton enfant va à l'école, prend juste de tchakbalo et de revenir. La maîtresse... Et déjà à la première heure. Oui, à la première heure. Le matin. Donc, c'est ça déjà. Comment se fait-il qu'on amène tchakbalo à l'école le matin déjà? Donc, est-ce que les responsables vont dire qu'ils ne voient pas ça? Donc, c'est déjà, c'est ce que je dis. Il faut commencer par nous-mêmes. Et c'est ce que je donne le cas. Et tu parles de ça. Moi, je suis partie à des congrès et organisés par des médecins, le corps médical. Et ce que tu vois sur la table, c'est inadmissible. Et quand tu en parles, il ne faut pas oublier, c'est notre habitude alimentaire. Si déjà nous-mêmes, on n'est pas ouvert au changement, comment on peut s'attaquer aux enfants et aux bonnes dames? Déjà à l'hôpital, où on devrait donner des exemples pratiques et montrer que oui, c'est comme ça qu'il faut manger, ça n'existe pas. Donc, parler de l'école sans parler forcément, il faut déjà, je veux pas, c'est ce que j'ai dit, je sais, je connais mes combats, je sais où aller et je sais qu'il faut partir de quelque part pour aller loin. Donc, pour le moment, ce qui est important dans les écoles, déjà, c'est de sensibiliser. Et si on sensibilise une ou deux fois et que les bonnes dames n'écoutent pas, c'est qu'on suspend cette bonne dame, elle ne viendra plus vendre là, tout simplement. Mais donner, par exemple, il y a des activités parascolaires, le football, la cuisine. Et normalement, dans des écoles comme ça, il doit y avoir la cuisine déjà pour que certaines filles, parce que les parents n'ont plus assez trop de temps maintenant, les mercredis soirs ou les samedis, on fait venir les enfants pour leur montrer comment préparer. Il y a aussi un programme fait par PAM qui offre à manger aux enfants dans les écoles publiques, les cantines scolaires. Est-ce que ces cantines, les nutritionnistes sont associés? C'est pas donner à manger simplement si on veut bien faire. Parce qu'on voit la télé de grosses mamites et bon, on exactement. Prend et on prend dedans. Alors que, oui, autant quand tu veux faire, il faut bien faire. Tu comprends? Combien de nutritionnistes on va associer à ce? C'est pas l'argent qui manque, c'est ça. Associer pour faire une fois de bon. C'est quand on va donner maintenant à manger n'importe quoi aux enfants, on va créer d'autres problèmes de santé avec les maladies chroniques et c'est en ce moment qu'on va repartir à zéro et associer les nutritionnistes alors que les autres qui nous ont appris la nutrition sont déjà à un autre niveau. Pourquoi ne pas regarder leur niveau? Et quand on parle de... Regardez, il y a depuis 2014, si je ne me trompe pas, il y a ce qu'on appelle... il y a un document que nous appelons... ça, le nom m'échappe, ça va revenir. Et où... Avec ce document, tu peux savoir quoi manger, quels sont les bons aliments. Je te dis, quand tu prends 10 médecins, à peine tu vas avoir 2 qui sont au courant de l'existence de ce document. Alors que c'est un document fait pour le professionnel de la santé pour sensibiliser. Si déjà nous-mêmes, il y a ce document qui existe, et c'est des Canadiens qui nous ont aidés à mettre en place ce document. Mais après, depuis ce temps-là, les Canadiens ont déjà changé 4 fois. Parce qu'on trouve quand même des médecins qui souffrent de certaines affections. On se demande, mais comment un médecin peut souffrir de ces choses-là? Non, il y a certaines maladies que moi-même, parmi mes patients, j'ai des médecins de Québec. OK. D'accord? Il y a certaines affections qu'on ne peut pas contrôler. Mais si au moins fait les recommandations, nous, on est dans le domaine de la santé. Il faut donner de bons exemples. Donc, si déjà nous-mêmes, on ne fait pas ça, on ne peut pas s'attaquer aux autres. Vous comprenez? Tu vas vers les élèves. Si on en parle et que je commence par aller dans les écoles. Et ces écoles respectent, viennent à l'hôpital et voient qu'à l'hôpital, ce que vous nous dites, on ne fait pas. Ils ne vont pas nous croire.
Vous comprenez un peu? Donc, il faut commencer quelque part. L'école, c'est indispensable. Il y a des cours de cuisine qu'on peut donner. Il y a des séances, il y a des outils qu'on peut donner à ces élèves pour les amener. On peut aller vérifier périodiquement ce que ces bonnes dames préparent pour les sensibiliser aussi, leur montrer l'importance. Pourquoi? Parce que demain, ce sont ces enfants qui vont devenir des ministres, ce sont ces mêmes enfants qui vont devenir peut-être présidents. Donc, si on ne protège pas la santé de ces enfants déjà maintenant, ce serait un peu tard. D'accord. Les bonnes dames qui exposent les produits aux abords des voies, est-ce qu'on doit les sensibiliser? Comment on peut les sensibiliser? Qui peut gérer ça selon vous? Et c'est la nutrition communautaire, la nutrition publique. Vous voyez, il faut faire ça touche beaucoup de monde. On en parle, c'est pas que on n'en parle pas. Ça se fait parce que beaucoup de choses sont quand même faites dans ce domaine de sensibilisation. Il reste juste à mettre en pratique ces recommandations. Il faut commencer quelque part. D'accord. Si on gagne bien sa vie, on préfère aller au restaurant. Là, on va dépenser de l'argent là-bas. Oui. Parce que vous pouvez vous asseoir et dépenser 20 000 francs pour pouvoir bien manger. Mais est-ce qu'on est sûr de la qualité? Est-ce qu'il y a des nutritionnistes dans nos restaurants? Vous avez trouvé une fois? C'est nécessaire d'avoir des nutritionnistes dans les restaurants. Ailleurs, c'est pas comme ça se passe. C'est pas que les nutritionnistes, on va les placer partout. Il y a si tu veux te spécialiser, parce que tu peux pas forcer un restaurant à avoir une nutritionniste, lui veut gagner de l'argent. Maintenant, s'il veut se spécialiser... Au prix de notre santé, exactement, c'est ça? Exactement. C'est pas gentil, ça. Ah, c'est le game, comme on le dit. Donc, donc il y a des restaurants qui se spécialisent. Et quand tu vas là-bas, par exemple, des gens qui ont des problèmes digestifs, tu sais que tu vas dans ce restaurant, tu peux manger sans t'inquiéter. Et quand tu es diabétique, mais on ne force personne. Par contre, il y a des nutritionnistes qui se spécialisent dans ces genres de restaurants. Et j'en connais au Bénin. Je connais une fille qui s'est spécialisée et qui fait à manger. Mais à quel prix? Tes parents ont payé déjà, tu as fini la formation, tu sors, elle peut faire que ce qu'elle peut. Vous voyez? Normalement, il devrait avoir, on en a à Québec, on en a tellement de nutritionnistes qui sont spécialisés. Quand tu vas là-bas, c'est pas juste le restaurant. La responsable ou le responsable du restaurant, c'est un nutritionniste. Donc déjà, quand tu sais que oui, moi... Qui est en mesure de conseiller. Exactement. Donc tu vas là-bas, même on te demande. Et moi, j'étais déjà partie là-bas, je ne savais même pas que j'étais nutritionniste. Vous avez mangé déjà quoi aujourd'hui? Pour savoir un peu quelle quantité déjà d'aliments et de calories tu as consommé, pour savoir quelle quantité te servir pour ne pas dépasser ce qu'il te faut dans une journée. Vous comprenez? Donc, il existe ces genres de restaurants ailleurs, mais on ne peut pas obliger les restaurants. Ce qui est sûr, quand tu vas au restaurant, tu peux dépenser ce que tu veux. C'est le profit, ces gens, s'ils veulent. Un hamburger que tu fais toi-même à la maison et que tu manges à quantité égale, à comparer l'hamburger que tu vas manger ailleurs, il y aura plus de calories et de gras là-bas. Parce que eux, s'ils ne vendent pas, ils vont conserver pour plus tard. Et pour conserver, il y a certains, disons, trucs comme du gras, qui est un agent, comme beaucoup de sel, pour pouvoir garder. Donc tu vas manger, ça va goûter bon. Tu vas voir, non, à la maison c'est la même chose, non. Mais à l'intérieur, c'est vraiment pas la même chose. Donc si on peut éviter d'aller au restaurant, tout ce qui se prépare au restaurant, tu peux faire à la maison. Mais ça ne veut pas dire de ne pas se faire plaisir. Tu as envie d'aller au restaurant, tu peux y aller, mais de façon pas... Et il faut que ça soit... Pas tous les jours. Pas tous les jours, il faut que ça... Et c'est la même chose quand je mange au bord de la voie, c'est un peu comme je mange au restaurant. Tu ne sais pas comment la personne a préparé son... Donc si tu peux préparer plus, c'est mieux. Et normalement, ce serait à l'occasion qu'on va au restaurant. D'accord. Je peux dire aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent que le standard est donc à présent ouvert. Je rappelle rapidement les numéros qu'il faut appeler, le 50 52 52 73 pour les hommes, mais pour les femmes, 40 11 17 18. Pour ceux qui ne veulent pas appeler, ils peuvent donc laisser des messages, les questions par message via WhatsApp, et le numéro c'est le 50 52 52 73. Vous envoyez votre message sur ce numéro. On pourra donc poser vos questions en direct à notre invité du jour. On va prendre le premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Qui avons l'honneur? C'est monsieur Simon, d'Artiste Colonie. D'accord. Je voudrais remercier votre invité. Oui. Elle nous a appris beaucoup de choses par rapport à la vie donc, de quelqu'un qui a été formé
qui a ce diplôme de nutritionniste. D'accord. Mais moi, je crois que c'est bon que ceux qui sont dans le pays s'organisent pour rencontrer les autorités afin qu'on crée un corps spécial, un corps à la fonction publique pour cette catégorie donc des gens qui ont ce diplôme-là. Le nutritionniste, on en a besoin. C'est très très indispensable. C'est une formation qui apparemment doit aider pour ce qui se passe exactement par rapport parce que beaucoup de maladies viennent pas toutes les maladies généralement viennent pas nos dents. C'est ce qu'on consomme qui nous rend malade justement. Et je voudrais en venir au crible. Quelle est donc l'idée que madame peut développer pour empêcher les gens de consommer le crible là régulièrement parce que le crible, toutes les vendues, ceux qui en interrogent, elle ne peut pas faire de bénéfices sans préparer le crible. Et or, le crible n'existait pas dans le bon vieux temps. Donc, quand nous donne son point de vue par rapport à ça, et ce qu'elle peut faire pour qu'avec ses collègues qui sont dans les niveaux et d'autres, il y en a beaucoup qui interviennent sur les radios pour nous aider à comprendre et dans les formations aussi. Donc, tout ça là, qu'elle se passe de ça pour qu'on puisse quand même voir un peu parce que généralement, c'est un monsieur qui était chrétien, si on voit l'histoire de cet aliment-là, c'est tout un problème. Donc, c'était pour à l'origine, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est pas intéressant. Donc, voilà, je veux ma préoccupation que l'adoption pour le par rapport à ce qu'on consomme partout. On mange dans les rues, on mange même parfois dans les maisons, on imprimine le manque d'argent, et puis on va à ce truc-là. Alors qu'avec l'oignon, un peu de choses là, de petits poissons et autres là, si les femmes réfléchissent bien, elles peuvent nous donner à manger bio. D'accord. Sans avoir de problème. D'accord. Donc, madame, je vous remercie beaucoup. Et bonne séance Merci beaucoup. Merci, monsieur Simon. Merci beaucoup à vous, monsieur Simon Narcisse Rolonou. Je précise tout simplement que c'est un acteur de la société civile. Oui, il défend beaucoup les consommateurs. Voilà, donc un autre intervenant pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naum. À qui avons l'honneur? Monsieur Bono Givet. D'accord, nous vous écoutons. Alors, je suis très, très séduit par votre invité. D'accord. Il s'agit de la santé et comme on le dit, la santé n'a pas de prix. À l'écouter, j'ai remarqué qu'au Bénin et aussi en Afrique, nous dépensons aveuglement dans la santé. Parce que, à la suivre, il vaut mieux savoir manger que de chercher à avoir de beaux médicaments. Et comme on le dit, nous creusons notre tombe avec nos dents. Oui. Et avec un bon diététicien ou un bon nutritionniste, on peut éviter beaucoup de bêtises, beaucoup de maladies. Alors, le problème de l'Afrique, c'est d'abord nos cadres qui n'en excusent. On est prêt à tout sans la compétence. Sans même la compétence, on est prêt à aller à cette mission, à aller à cette formation, à aller parfois à ces ateliers, pourvu qu'on ait de l'argent. C'est dommage. Et quand ça revient en santé, je ne sais pas quoi dire. Alors, je voudrais demander à votre radio de répéter cette émission pour permettre à nos décideurs d'intégrer ce programme de nutritionnistes et de diététiciens, de l'intégrer plus dans nos programmes de santé. C'est très important. C'est vraiment important. Moi, je souffre d'un mal et à l'écouter, je vois déjà là où je peux me soigner moi-même par ma propre conscience. C'est ça. Et je vous remercie beaucoup pour ce choix-là parce qu'il n'y a pas de développement sans la santé. Je ne pense pas. Alors, monsieur Naamou, je vous remercie beaucoup. Merci et je voudrais que cette émission soit reprise, si c'est possible, au moins
1 ou 2 fois avant la fin de cette année. C'est très important. Merci beaucoup et agréable journée. Et longue vie à la dame qui nous parle. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre appel. Et nous allons donc espérer d'autres intervenants. Je vois déjà que quelqu'un a envoyé un message. Quelqu'un en ligne? Ok. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Paul Chaudaton, depuis le stade du feu général Mathieu Kérékou. Nous vous écoutons, M. Chaudaton. Je salue l'invité ainsi que votre technicien. D'accord. Il a dit tout à l'heure, le professeur Koblevi à Diadomé n'avait-il pas question quand il disait effectivement que nous creusons notre propre tombe avec nos dents. C'est la question que je voulais vous poser ce matin. Nous voyons que l'huile de bidon jaune est abondamment consommée chez nous ici au Bénin, alors qu'on parle de l'huile végétale, c'est sous forme de formol qui sert à conserver les boîtes de conserve. Et c'est consommé abondamment chez nous. Dites-nous quelque chose sur l'huile végétale consommée chez nous. S'il ne faut pas aller chercher notre huile d'arachide ici à 10 000 ans. Parce que quand vous mettez les deux au frigo, vous allez constater que l'huile végétale se transforme en bouillie comme si c'est de yaourt. Est-ce que c'est consommable ça? Et on nous importe ça ici. Donc je vais vous entendre sur ça. Paul Chaudaton vous remercie, que Dieu nous protège et nous l'aimante de nos enfants. Merci beaucoup à vous. Et je le disais tantôt, il y a quelqu'un qui a envoyé un message, vous allez noter sa question. Il dit, il s'appelle Franck, il dit qu'il vous remercie déjà pour la qualité de votre intervention et dit quels sont les aliments qui ne sont pas bons pour un asthmatique. Voilà, c'est la question qu'il pose. On va revenir là-dessus. Quelqu'un d'autre est au bout du fil. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, votre nom? Ici, c'est Sabouan Clément. Monsieur Sabouan. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Je salue votre institut. Merci. Il y a un spectacle qui bombarde notre pays aujourd'hui. Ce céréal, c'est le soja, si nous comprenons bien. Je veux que la dame nous donne un peu d'explication sur ce céréal-là. Parce qu'à voir dans les marchés, il y a à mon soja, tout ça. Donc, elle n'a qu'à nous parler un peu de ce céréal-là. D'accord. Et encore, il y a le premier intervenant a parlé des bouillons là. Elle n'a qu'à insister sur les bouillons qui viennent, qui aussi bombardent aussi le conseil avec le Bénin. Allez seulement, je vous attends. J'attends votre développement sur les communications. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va espérer d'autres intervenants avant de revenir au studio pour poursuivre donc par les réponses et autres. Quelqu'un d'autre est en ligne? Ok. Quelqu'un d'autre appelle, on va le recevoir également. Bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. À qui avons l'honneur? On m'appelle M. Salami Karim de Saint-Hérita. D'accord, nous vous écoutons. Ok. Et moi, mon impression serait un peu différente. Parce que ce que vous dites là, c'est très important et c'est très profond. Et je veux que si cette émission, vous pouvez le rediviser même en fond ou bien dans d'autres langues, ça permet beaucoup de gens de comprendre ce que vous dites de plus profond. Parce que vous savez que le monde d'alphabet aujourd'hui au Bénin, c'est un peu élevé par rapport. Ce que je dis, vous comprenez déjà. Donc, je veux que cette émission-là, ça soit divisé au moins dans les autres langues, un peu, pour que certains vues soient sauvés. Je remercie beaucoup et je remercie aussi la dame. Et je lui souhaite une longue vie. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Et nous allons poursuivre donc par les appels ici. Hein. Le standard reste ouvert. Je rappelle les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. On va espérer encore deux appels et on va passer aux réponses. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Qui avons l'honneur. Merci d'arrêter votre pause récepteur, s'il vous plaît, pour faciliter l'écoute. C'est bon? Je vous prie de couper la radio. Dès que vous finissez votre intervention, vous allez remettre la radio pour pouvoir suivre les réponses après. Bonjour. C'est déjà fait. Bonjour, Michel Kinayo. Vous dites?
Michel Kenayon. Michel Kenayon. Nous vous écoutons. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai écouté votre invité. Hein. D'accord. Elle a tout dit. Hein. D'accord. Notre vie est dans le plat, notre mort est dans notre plat. Hein. D'accord. Vous avez une question? La question que je veux le poser. Tout ce que nous faisons là, nous faisons en langue française. Hein. D'accord. Et quand vous comprenez très bien, c'est 10% qui sont alphabétisés, n'est-ce pas, dans la langue française. Hein. Donc le message est si important que si on peut traduire ça, n'est-ce pas, en fond ou les langues nationales locales. En tout cas, Madame Tonjo nous dira la langue qu'elle préfère, la langue locale. Je sais que le séjour au Canada ne fera pas qu'on va oublier toutes les langues du Bénin. Donc, on verra bien comment organiser donc une intervention en langue, si c'est ce que vous voulez demander. Oui. Oui, c'est exactement cela. Hein. D'accord. C'est très important. Donc, comment organiser ça en langue locale comme vous dites là. C'est tout, c'est ma question. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va espérer un autre. C'est ça? Bonjour. Bonjour. Il faut diminuer toujours le volume de la radio avant de passer en direct à l'antenne, je vous en prie. Votre nom? Mon nom c'est Narcisse Sa. Narcisse? Sa, S-A-H. D'accord, nous vous écoutons. Franchement, j'ai suivi de bout en bout l'émission. Oui. La dame, elle est charmante dans son domaine. D'accord, merci. Je la suivais, mais franchement, j'étais émerveillé. D'accord. En fait, je voulais demander quelque chose, déjà. Allô? Oui, je vous écoute. C'est parce que vous avez laissé votre radio allumée que vous avez ce problème de retour-là. Il faut arrêter la radio. Dès que vous finissiez, vous remettez la radio et vous allez suivre les réponses. Allons-y. C'est bon? C'est bon? Oui, allons-y. D'accord. En fait, déjà, je voudrais me demander, est-ce que cette phase de nutritionniste, de nutrition, ne doit pas se passer d'abord dans la population? Parce qu'aujourd'hui, on va d'abord sensibiliser la population sur son mode de vie personnel d'abord. Parce que même déjà chez nous, quand on voit déjà un coq ou bien un chien en train dans la tombe de la mort, là, on la prend rapidement, on la met dans un sac, et puis on le tue et on le consomme. Ça, c'est un problème qui est au niveau de la population, qui nous crée beaucoup d'ennuis. Hier, je l'ai sur la chaîne nationale géographique, un chien qui avait le cancer. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, un chien qui avait le cancer, dont le propriétaire était vraiment abattu, parce qu'en fin de vie, finalement, il a été euthanasié, on l'a tué. Mais je vois qu'aujourd'hui, si c'était chez nous, ce chien est bon pour le repas. Il faut vite le tuer et le manger. Ça, c'est un. Secondo, les huiles recyclées. Je parle de l'huile d'arachide qu'on prend souvent. Et on l'utilise. Est-ce que cette huile-là est encore consommable ou bien on la jette carrément? Parce que évidemment, c'est cette huile qui est plus douce, qui est plus agréable au goût. D'accord. Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que cette huile peut être utilisée ou bien on la jette carrément? Voilà un peu ma question. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. J'ai un autre message via WhatsApp. Merci à tous les auditeurs. On va s'en arrêter là pour ce matin et donc espérer les réponses de l'invité. Mais il y a une question, un message qui a été envoyé. Bonjour Monsieur Naoum, bonjour à votre invité que je salue pour la qualité de son intervention. C'est un thème de santé publique. Il y aurait beaucoup à dire et à faire. L'émission gagnerait à être rediffusée amplement. Je n'ai pas de questions, j'ai juste besoin que vous me communiquiez ces coordonnées. Et c'est bien sûr Monsieur Clarisse Naporn. Il est enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Donc ça va se faire hors antenne. Je salue tout le personnel et les invités. Ma question est celle-ci. Quels sont les aliments conseillés pour diminuer le taux de cholestérol et garder la forme? C'est une question
On va voir s'il y a le temps pour répondre, parce que c'est des sujets quand même. Ça continue de venir quand même. Ok, donc d'être un peu plus brève. Déjà, et je voudrais dire, quand on parle de M. Rodonu qui a parlé de la consommation de cubes, moi la question que je vais poser, les cubes viennent d'où? Il y a des pays qui interdisent certaines choses. Donc, si on prenait une décision politique et qu'on refuse certains aliments, je pense qu'on ne va pas exposer les gens. Donc, une chose est de sensibiliser les gens, mais il faut c'est ce que je dis, il faut faire un travail sur nous-mêmes. Les responsables, au lieu d'aller vers les bonnes dames qui n'ont pas de viande et autres, ils pensent qu'avec le goût, comme le cube goûte bon, je préfère avoir de cubes dans mon truc. Si cette bonne dame n'a pas de cube, ne trouve pas plus de cubes sur le marché, ou que la qualité, il faut contrôler la qualité. Et il y a une fausse conception de la nutrition. Les gens pensent que les nutritionnistes doivent interdire tout. Et les nutritionnistes disent ne mangez pas si. Mais on peut tout manger et vivre en santé. Tout est question de quantité et de la qualité de ce que tu manges. Si même un diabétique peut prendre du sucre par moment, moi, mon rôle, c'est de lui dire, si vous ne voulez pas arrêter avec le sucre, selon votre habitude alimentaire, c'est telle quantité de sucre que vous êtes autorisé à consommer. Et là, je viens en parlant, par exemple, à notre ABS, c'est ça déjà. Et quand on parle de cubes, je voudrais revenir sur ce côté pour dire, non, c'est pas juste les cubes. Même aller sur le marché, il y a les fêtes qui s'approchent. Maintenant, même au Bénin, on a des jeunes qui fabriquent des boissons. On ne sait pas de quoi est faite ces boissons. Parce qu'ils veulent vivre. Donc, si on peut tout faire et vendre, donc c'est pas juste des cubes qui viennent d'ailleurs. Même il y a des produits fabriqués ici. Et il y a ABS, c'est ça qui certifie certains aliments ou les informations. Donc, le tableau des valeurs nutritives ne sont pas considérées. Donc, si déjà ABS, c'est ça, revoir un peu, je pense qu'ils travaillent sur ce volet déjà, parce que lors du congrès de 12 et 10 au 12 de ce mois, octobre, ils en ont parlé. Le plus important, c'est de parler déjà, de dire, j'ai déjà eu un diabétique, dans mon bureau qui m'a montré un produit. Il a fait foi à ce produit parce que c'est certifié par ABS, c'est ça. J'ai dû regarder les informations pour lui démontrer que ces produits ne sont pas bons. Donc déjà que ABS, c'est ça, si déjà en attendant, commence par sensibiliser ou informer les gens pour dire oui, je vous donne l'agrément, mais ça ne veut pas dire que votre produit est sain. C'est juste ils ont contrôlé l'innocuité et les conditions dans lesquelles les aliments sont faits. Donc, on n'a pas de choix sur tout. On n'a pas de main sur tout. Ça revient... Le défi est énorme. Exactement. Ça revient... aux décideurs politiques de prendre des décisions politiques, interdire certaines choses. Si eux, ils interdisent, ce serait plus simple à respecter que de sensibiliser. Il y a la sensibilisation, ça se fait tellement. La nutrition communautaire, je vous ai dit, il y a des années, des décennies que ça se pratique. Disons à l'université 7h agronomie de Puge. Donc je connais des nutritionnistes qui font la nutrition communautaire et qui font cette sensibilisation. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas encore changé grande chose. Donc il faut plus de décisions politiques pour pouvoir atteindre plus de chances. D'accord. Alors, et Narcisse Rolland vous demande de mieux vous organiser pour pouvoir parler aux autorités. Et oui, bon, ça, je pense que les collègues nutritionnistes sont en ligne et l'ont écouté. Et oui, les autorités, c'est pas moi personnellement, j'ai fait le tour. Donc, et j'ai tellement écrit des projets, je leur ai envoyé, j'ai parler personnellement, mais pour le moment, c'est peut-être pas encore la priorité. Donc, si les collègues sont à l'écoute, faisons et peut-être on va se voir et voir comment faire. Et si l'association est encore fonctionnelle, pourquoi pas. Et c'est ce qui est souvent dit. Quand je les ai rencontrés, il y en a qui disent seul tu ne peux pas. Il faut une association. Donc, ça revient à l'association de faire ça. Monsieur Bonou. Oui. Trop de dépenses dans la santé, il faut savoir manger. Maintenant, il parle, c'est le cadre. Et il demande de répéter cette émission. Oui, bon, là, je voudrais quand même dire qu'il y a des nutritionnistes, c'est pas juste moi. Donc, c'est pas juste Radio Cotonou qui va tout faire. Vous en faites déjà tellement, Monsieur Naoum. Et vous voyez, je dis toujours aux nutritionnistes, aux jeunes, de dire, même s'il y a de blocage quelque part, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas dans un système où tout est calé, où il faut faire partie d'un réseau avant de se faire entendre. Je ne vous connaissais pas. C'est la première fois que je vous vois aujourd'hui, mais vous m'avez fait appel parce que vous avez vu l'importance et les auditeurs nous ont prouvé quand même que vous avez fait un bon boulot en pensant à un thème comme ça. Donc, allez vers d'autres structures ou venez voir M. Naoum et les nutritionnistes
il y a des nutritionnistes qui font exactement ce que je fais ici. Je ne suis pas la seule. Donc, si même on doit faire, parce que moi, je ne maîtrise pas toutes les langues, hein, le français, le fond, mais il faut faire en minant, il faut faire peut-être dans d'autres langues. Et si les nutritionnistes sont à l'écoute, je pense que la balle est désormais dans leur camp. Il parle des huiles végétales en bidon jaune. Il précise très bien et il doute de la qualité de ces produits-là. Oui, il faut même lors du congrès passer tout huile que vous mettez à la température ambiante dans une salle et que ça se durcit, là, ça veut dire que c'est pas eu de bonne qualité. C'est un problème. C'est un problème. Et moi, quand je vais chercher mon huile, c'est l'huile d'arachide. L'huile d'un bidon jaune, là, regardez le dépôt qui est en bas. Ça veut dire, c'est pas ce qu'on y met. Et tout ça, là encore, ce que je dis, il faut une décision politique. Si ABS c'est ça, où les décideurs politiques regardent un peu la qualité, on va juste, au lieu de dire ne prenez pas, si ça revient moins cher, les gens n'ont pas les moyens. Mais si on sélectionne certains aliments avant de les faire entrer, je pense qu'on peut régler beaucoup de problèmes. D'accord. Soja, à présent, est-ce que c'est bien pour la santé? Oui. Le soja, c'est une bonne source de protéines végétales. Et une fois encore, je dis, aucun aliment n'est mauvais pour la santé. C'est la quantité d'aliments que tu consommes, la fréquence à laquelle tu consommes l'aliment. Et voir aussi si c'est adapté à ton corps. C'est ça. Exactement. Mais parce que d'autres vont prendre le soja et vont faire l'allergie. Exactement. Si tu es c'est un produit frottement allergisant, ça, je n'en disconviens pas. Mais si c'est pour la santé, parce qu'on entend ça crée de prostate, ça fait ci, ça fait ça. Ça, c'est de fausses informations. C'est une bonne source de protéines végétales. D'accord, il y a des rumeurs en temps. Même la science il y avait beaucoup de recherches qui ont été faites sur ce produit et tout est question de la quantité. Mais ceux qui sont à l'aise, si tu prends un produit et que tu ne digères pas, ce produit n'est pas bon pour toi. À part ça, c'est pas un mauvais produit en soi. Monsieur Salami à présent qui lui demande de refaire l'émission en langue comme cela se doit. Il y a monsieur Kenayon qui aussi parle d'émission en langue. Un autre narcissiste qui parle de sensibilisation pour le mode de vie et consommation des animaux qui sont agonisants. Il pense que ce n'est pas une bonne chose. Et aussi, il a parlé des huiles recyclées. C'est ça. Alors, bon, déjà pour les huiles recyclées, c'est pas bon. Et je pense que ça, les gens en parlent quand même. Déjà, l'huile que tu chauffes jusqu'à une certaine température, ça a des propriétés cancérogènes. D'accord. Donc, quand tu chauffes trop l'huile, c'est pas bon. Mais si on surchauffe et qu'on réutilise plus tard, c'est pas du tout bien. D'accord. Donc, l'huile recyclée, ça, c'est à bannir si on peut de son habitude alimentaire. D'accord. Donc, c'est ce que je peux dire. Ok. Concentrer un peu sur les messages ici, parce que moi-même, j'ai d'autres questions que je n'ai pas encore posées. Il y a un message, donc, celui qui parlait de ce qu'il faut manger pour les asthmatiques. Les asthmatiques, il n'y a pas un seul aliment qu'il faut pour moi. C'est ça, on parle de l'allergie. Quelqu'un qui est asthmatique, c'est sûr que quand il prend un aliment, par exemple, comme le soja, ça réveille peut-être son asthme. Donc, c'est de voir un peu quel aliment cette personne ne supporte pas et de l'amener à découvrir l'aliment qu'il ne supporte pas. Donc, il n'y a pas d'aliment spécifique pour dire telle personne est asthmatique, il ne faut pas manger, il ne faut pas manger. Tu peux être asthmatique et supporter tel aliment et ne pas supporter d'autres, et l'autre va être asthmatique et supporter le produit que toi tu ne supportes pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut manger pour diminuer le taux de cholestérol et garder la forme? Alors déjà, pour cette question, je voudrais dire qu'il faut savoir que le problème de cholestérol, c'est au fond que ça. Parce qu'il y a notre corps qui sécrète de cholestérol naturellement. Donc, on parle de cholestérol endogène et exogène. Exogène, c'est des cholestérols qui viennent de notre alimentation. Et la majorité, souvent, de ceux qui ont un problème de cholestérol, et cette semaine, il y a une recherche qui est en cours sur le produit. Est-ce qu'on a vraiment un problème de cholestérol? Il faut voir. Souvent, quand on parle de cholestérol, c'est beaucoup plus génétique. C'est pas souvent lié à l'aliment. Mais ce qui est sûr, quand on voit que c'est parce que tu consommes beaucoup de sources de cholestérol exogènes. Par exemple, l'œuf, notre jaune d'œuf, c'est rempli de cholestérol. Donc, quand tu as un taux de cholestérolémie élevé, il y a une certaine quantité d'œufs. J'ai pas dit de ne pas manger d'œufs. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai dit, c'est la quantité. Tu peux même, alors que quand on te parle de problème de cholestérol, les gens refusent catégoriquement le jaune d'œuf, alors qu'on nous recommande de ne pas dépasser 4 jaunes d'œuf. Tu peux aller jusqu'à 8 œufs, mais tant que tu enlèves le jaune d'œuf, il n'y a plus de cholestérol. Donc les viandes qui sont beaucoup plus gras, il faut les éviter. Il faut avoir beaucoup plus de fibres
dans ton alimentation et autres. Et c'est pas juste l'alimentation. Oui. Même quand tu as un taux de cholestérol élevé, il faut être actif pour pouvoir contrôler ton taux de cholestérol. Donc, c'est tout un ensemble. On ne peut pas répondre concrètement à cette question. Il faut voir. C'est au cas par cas. Quelqu'un peut avoir un problème de cholestérol, en même temps le diabète, en même temps l'hypertension. Donc, il faut avoir tout ensemble. Souvent, quand tu as le diabète... C'est ceux qui mangent abondamment. Non, souvent... Ils mangent bien. C'est pas... Et on boit bien et après on se couche, on dort. Ceux qui ont des problèmes de cholestérol et de diabète, c'est souvent une porte ouverte à plusieurs d'autres maladies. Voilà. Vous comprenez? Donc, il y a des gens, souvent quand tu vois un diabétique, c'est souvent toutes ces maladies qu'on a ensemble. Donc, je ne peux pas juste isoler. Je préfère me concentrer. Non, ça c'est M. Naoum qui parle, c'est pas vous. Vous êtes professionnel. Moi, j'opine comme le citoyen lambda. C'est ça. Alors, il y a Agossou Loco qui nous pose une question ici. Il demande, il dit, ma question est la suivante. Face à notre réalité sociologique, il faut manger combien de fois par jour et chaque repas, comment ça peut être composé pour chaque repas pour éviter les maladies liées à la mauvaise alimentation. C'est au cas par cas. Tu peux avoir 2 repas par jour et combler tes besoins. Tout est question d'habitude. Mais quitte à avoir un gros repas rempli, je préfère les fractionner et diviser cette même quantité en 3 ou 4 petits repas. D'accord. Vous comprenez? Quelqu'un peut avoir un seul repas dans la journée, mais dépasser ses besoins. Donc, tout est question de besoins. Et M. Naoum, vous voyez, vous et moi, maintenant, on n'a pas les mêmes besoins, même si on a le même âge. Il faut considérer avant de calculer les besoins. Moi, j'ai commencé par avoir faim, peut-être. Parce qu'on parle de repas depuis là. Donc, c'est une question. Il faut voir l'âge de la personne, voir un peu les antécédents et tout ça là pour calculer les besoins de la personne. Et selon l'habitude alimentaire de la personne, tu peux diviser ces apports en 2, 3 ou 4. Il y a par exemple certaines personnes qui ont des problèmes digestifs. On peut leur recommander d'aller jusqu'à 6 petits repas dans une journée pour avoir de satisfaction. Donc, je ne peux pas généraliser pour dire il faut tel repas. Le plus important, c'est d'avoir un bon équilibre alimentaire et de manger selon ses besoins. D'accord. Alors, je précise, et j'ai une correction à faire. L'enseignante de l'université, là, que j'ai, c'est pas un enseignant, c'est plutôt une dame, Clarisse Naporn, c'est une femme. Donc, je demande en même temps votre autorisation pour lui envoyer Oui, avec plaisir, oui, avec plaisir. Madame Clarisse Naporn, vous aurez donc le contact de notre invité du jour. Il n'y a pas de souci. Et encore toutes nos excuses, parce que j'ai lu enseignant au lieu de enseignante. Il dit bonjour, Radio Cotonou, merci pour tout ce que vous faites pour garantir la santé physique et morale aux citoyens du monde entier. Je voudrais bien que votre émission nous indique les aliments locaux qui peuvent nous donner du calcium et du magnésium. Merci beaucoup, professeur Hubert Théodore Ahimankin. Calcium et magnésium. Oui. Déjà, il faut savoir que, calcium et magnésium, si je mange bien, tout ça, par exemple, ça dépend de l'âge. Si c'est des enfants, maintenant, même dans les os de la viande et tout ça, là, on a de calcium. Mais si tu as un problème de calcium et que tu varies bien ton alimentation, tu dois l'avoir. Quand je cherche de magnésium, surtout, c'est dans les légumes. C'est dans les légumes que je vais avoir le taux de magnésium. Et une bonne source de magnésium, mais calcium, si je mange bien tout ce qu'il me faut, l'œuf, la viande, tout ce qu'il faut et que je varie bien mon alimentation, je peux combler mes besoins dans tous ces nutriments essentiels. Maintenant, les messages qui viennent, ce n'est plus des questions. Les messages demandent seulement votre contact. Ça, on va gérer ça hors antenne. C'est sûr que les gens ont beaucoup de problèmes de santé publique et veulent savoir aujourd'hui véritablement ce qu'il faut manger. Dans tout ça, je reviens à une de mes questions, la responsabilité des décideurs. On en a quand même parlé, mais on va y revenir peut-être. C'est déjà essayer, et comme l'a dit, il y a le réseau, mais il faut aussi voir les compétences. D'accord, pour placer. Parce que j'ose croire quand même que dans notre génération, on va quand même essayer. Oui, on veut l'argent, mais il faut bien faire aussi son travail. D'accord. On peut avoir l'argent
en travaillant bien. D'accord? Donc, si les décideurs peuvent déjà ne pas juste mettre les responsables, et disons certaines personnes à certains endroits juste à cause de l'affinité, choisir vraiment les personnes compétentes pour jouer le rôle, on va y arriver. Les responsables doivent quand même placer des nutritionnistes à plusieurs endroits stratégiques. L'hôpital, n'en parlons pas. J'ose croire que notre hôpital qui est en construction, il y aura vraiment un service de la nutrition pour quand même faciliter, permettre aux nutritionnistes qui sont formés quand même de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Je ne comprends pas comment je peux finir une formation depuis des années et ne pas avoir la chance de mettre en pratique ce qu'on m'a appris. Donc, les formateurs n'ont qu'à trouver des stratégies, comme on a dit, pour bien former. Parce que je suis d'accord avec des médecins qui disent ils finissent, mais leurs niveaux ne sont pas... Oui, c'est pas aller à l'école tous les jours, revenir, qui fait de toi une nutritionniste. Il faut avoir une bonne formation de base pour pouvoir bien pratiquer et aussi de prendre des décisions politiques, comme j'ai dit, c'est ça. Déjà, il faut rendre obligatoire les étiquettes nutritionnelles. Parce que c'est ça qui va faciliter la tâche aux non-nutritionnistes. Parce que sans ces informations, on nous dit de conseiller. On est heureusement dans le mois de consommation local où on fait la promotion de consommer local sans s'assurer de la qualité de ce qu'on offre à la communauté. Et quand tu conseilles, quand les gens viennent vers toi, on dit non, vous ne conseillez que les aliments venus d'ailleurs. Si j'ai les informations qu'il me faut sur les aliments qui viennent d'ailleurs, je suis plus à l'aise avec ces aliments. Mais je ne peux pas me lever et aller vous dire de manger tchakpalo. Et je ne connais pas le contenu de tchakpalo, par exemple. Donc, si vous voulez, c'est à nous, je suis d'accord que ça nous revient de faire la promotion de ces produits. Mais faites en sorte pour que ça soit facile pour nous, pour rendre la tâche facile à faire ces recommandations. Donc, chacun de nous sait ce qu'il doit faire. Et c'est peut-être que ce n'est pas la priorité pour le moment, mais ça devrait être le cas. D'accord. Alors, nutrition, aujourd'hui, comment partager les connaissances? Comment vous faites? Au grand public, comment vous faites? Au grand public, je fais beaucoup de conférences. Je fais beaucoup de... Que ce soit au Canada ou ici, je fais beaucoup de conférences. Ici, j'en ai déjà fait au CNHU, à l'hôpital de Porte-Novo. Avec certains médecins que je remercie d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs médecins. Je dis avec moi, les médecins réfèrent. Mais il ne faut pas que ça soit juste avec moi. Il faut que ça soit généralisé. Vous comprenez? Parce que la dernière fois, je n'étais pas là, ils ont référé. Alors qu'on peut référer à d'autres nutritionnistes. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, je ne parle pas juste pour moi, mais pour les nutritionnistes. Donc, je fais des conférences. J'ai déjà fait sortir aussi 2 livres. Vous comprenez? Et je vais vous dire, si ça ne vous dérange pas, par exemple, quand moi j'étais étudiante, j'avais participé à la rédaction d'un livre. D'accord. Et c'est l'État qui subventionne ça. Et on rédige. Et après, quand tu viens en stage, tu rédiges. Comme ça, on met ça à la disposition de la communauté. Quelqu'un qui est diabétique, qui vient, a besoin d'un document pour avoir des informations. Mais moi, j'ai fait sortir un livre ici. Et c'est à propre fond. Et j'ai écrit partout pour avoir... Parce que c'est ce livre que j'ai écrit, j'étais au Canada, ça a été rejeté parce que j'avais demandé une subvention. Ça a été rejeté parce que ça ne contient que les recettes de chez nous. Ah bon? Oui. Il y a notre war et les valeurs. Parce que quand tu prends la recette, notre war... Il y a au colis dedans. Exactement. Tu dois savoir quelle quantité de war je dois manger quand je suis diabétique. Vous comprenez? Et c'est un livre qui est subventionné ailleurs quand tu fais et que c'est vraiment orienté pour amener monsieur, madame, tout le monde à avoir les outils nécessaires pour bien se prendre en charge. Mais ce livre a été rejeté là-bas et la raison, c'est que ce n'est que des recettes africaines. On n'a pas assez d'Africains ici. Mais dans mon propre pays, jusqu'à présent, c'est tout comme si on ne voit pas. Vous comprenez? Donc, j'ai déjà fait sortir 2 livres qui, quand même, informent déjà sur l'équilibre alimentaire. Et le second livre, c'est pour les diabétiques, pour prévenir et aussi pour traiter le diabète. Il y a d'autres... On trouvera l'opportunité pour mettre en lumière ces livres-là. Exactement. Et il y a d'autres compétences. Il y a d'autres personnes aussi qui peuvent le faire. Parce que seul, je ne peux pas tout dire dans un livre. Moi, mon objectif est qu'on ouvre la porte aux nutritionnistes, qu'on nous rende la tâche un peu plus facile et de nous faire confiance, on est capable. D'accord. Pour finir, comment manger équilibré? Cette question, tu y tiens. Oui. Alors,
Comment manger équilibré? Pour rendre ça simple, je vais dire que chaque aliment a un rôle particulier à jouer dans l'organisme. On ne mange pas pour juste remplir notre ventre. On mange pour régler un problème ou bien pour prévenir un problème et pour vieillir plus en santé. Et quand je prends nos organes vitaux, c'est des muscles, ils ont besoin plus de protéines pour être en santé. On a besoin de vitamines, minéraux dans notre corps pour prévenir des cancers et autres. On a besoin d'aliments pour avoir l'énergie, pour parler comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour pouvoir bouger. Donc, nous allons parler de protéines, des glucides, des vitamines et minéraux. Donc, si au moins, on a parlé de 4 choses. Si dans mon repas, j'ai au moins 3 de ces 4 aliments, j'ai déjà une assiette équilibré. Donc, si je prends notre coco le matin maintenant, au lieu de prendre avec yovo de corps, coco et yovo de corps, ça t'apporte la même chose. La même chose. La même chose. Alors que rien si que du sucre. Rien que de glucides. Alors que quand tu prends ton coco et que tu rajoutes vraiment un peu d'arachide, c'est déjà un peu plus équilibré. Notre arachide, non seulement ça contient de protéines, mais aussi de gras. D'accord? Et dans notre coco, je crois qu'il y a un peu de vitamines. Dans la journée, il faut aller chercher un fruit. D'accord, il faut aller chercher des légumes, notamment maintenant avec de poissons et avec un peu de pâtes. Tu as déjà une assiette équilibrée. Mais si l'assiette est équilibrée et que la quantité consommée, que tu consommes dépasse ce qu'il te faut, tu peux manger équilibré, mais tu peux créer d'autres problèmes et de santé plus tard. Donc, manger équilibré, c'est de manger les quantités, manger les aliments qui comblent tes besoins nutritionnels en quantité raisonnable. D'accord. Si on peut dire ça qualité. Comme ça. Et en qualité et quantité. Voilà. Votre mot de fin pour clôturer cette émission, Madame Yolande Tonjo. On est déjà à la fin? Oui. Le parcours de combattant, c'est pratiquement vers la fin déjà. Nous vous écoutons. Je ne cesserai pas de vous remercier pour cette opportunité d'intervenir sur votre antenne et surtout de partager ma vision de la nutrition avec les auditeurs. Et la nutrition reste une discipline à part entière pour le bien-être de monsieur et madame tout le monde. Et il serait intéressant que tous les acteurs, à commencer par ceux du secteur de la santé, puissent lui accorder sa place dans la prise en charge des patients. Donc, franchement, merci pour tout et que chacun joue son rôle. D'accord. Madame Yolande c'est moi, vraiment. Vous êtes nutritionniste et diététiste. Vous avez accepté donc partager ce plateau de l'émission Franc-Parler avec nous. Merci pour ce que vous nous avez donné sur ce plateau. Et d'ailleurs, les auditeurs, certains ont demandé vos contacts. Oui, ce qu'on va transmettre sur Radio Cotonou pour permettre aux uns aux autres d'avoir beaucoup plus de connaissances avec vous. Fidèles auditrices et auditeurs, merci également à vous pour votre participation et votre écoute à cette émission. Franc-Parler mettait à la mise en onde, je précise bien, Blaise Sakla, et à la prise de vue, Job Chikwe, à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite de programme à vous, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. Merci beaucoup. Franc-Parler